Chapitre 1. Les fondations. Ryan Mitchell avait bâti sa vie comme il bâtissait tout le reste, méthodiquement, avec précision et un souci du détail implacable. À 42 ans, il était propriétaire de Mitchell Construction, une entreprise passée d'une entreprise individuelle à la construction de maisons de luxe la plus prisée du comté de Millbrook. Ses mains, marquées par des années de travail manuel avant que le succès ne le trouve, signaient désormais des contrats valant des millions. La famille Mitchell vivait dans un témoignage du savoir-faire de Ryan. Une vaste demeure coloniale qu'il avait conçue et construite lui-même sur 6 hectares de terrain vierge. Chaque poutre, chaque carrelage, chaque luminaire avait été choisi avec soin. Ce devait être leur demeure éternelle, un héritage pour leur fils, Tyler. Lisa Mitchell évoluait dans leur maison idéale comme un fantôme d'elle-même. Autrefois, elle avait été une assistante juridique acharnée qui s'était battue aux côtés de Ryan lorsque des entrepreneurs avaient tenté de l'escroquer à ses débuts. Aujourd'hui, à 38 ans, elle passait ses journées au country club, entretenant des amitiés avec des femmes qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. La transition de la difficulté à la réussite l'avait transformée. Bien que Ryan ait été trop occupé à bâtir leur empire pour remarquer à quel moment précis elle avait cessé d'être sa partenaire pour n'être qu'un simple accessoire de plus dans leur vie parfaite. Tyler, leur fils de 15 ans, avait hérité de l'esprit vif de Ryan et des traits éclatants de Lisa. Il excellait à l'école, jouait au football universitaire et n'avait jamais causé de soucis à ses parents. Pourtant, ces derniers temps, Ryan remarquait que le garçon semblait nerveux en présence de sa mère, surtout en présence de Brad Coleman. Brad Coleman. Ce nom lui avait laissé un goût amer, avant même qu'il ne connaisse la vérité. À 35 ans, Brad était tout ce que Ryan n'avait jamais été. Poli, diplômé de l'Ivy League, né riche plutôt que de la construire de toutes pièces. Il avait déménagé à Millbrook 6 mois plus tôt, prétextant vouloir échapper au stress de la vie corporative de Manhattan. Brad avait hérité de suffisamment d'argent pour vivre confortablement sans travailler. Passant ses journées au country club et ses nuits à assister à toutes les réceptions de leur quartier aisé, Ryan avait d'abord rejeté Brad comme un autre playboy riche, inoffensif et oubliable. Mais Brad dissimulait une intelligence prédatrice sous son sourire charmeur. Il percevait la solitude de Lisa, son ressentiment d'être mise à l'écart de la réussite professionnelle de Ryan, son désir nostalgique d'excitation. Brad ne s'était pas contenté de séduire Lisa. Il l'avait étudiée, manipulée, lui avait fait croire que le dévouement de Ryan à la sécurité de leur famille était en réalité de la négligence. Les signes étaient là depuis des mois. Le nouvel emploi du temps de Lisa, qui coïncidait avec les horaires de salle de sport de Brad. Son intérêt soudain pour les dégustations de vin et les vernissages de galeries d'art, événements que Brad fréquentait. La façon dont elle s'illuminait à la mention du nom de Brad, puis masquait rapidement son enthousiasme. Son téléphone, autrefois laissé traîner à la maison, était désormais attaché en permanence à sa main. Mais Ryan était concentré sur le plus gros contrat de sa carrière, la conception et la construction d'un complexe hôtelier exclusif. Le projet consoliderait la réputation de son entreprise et assurerait le financement des études de Tyler, mais il exigeait des journées de 16 heures et des déplacements constants pour des inspections visuelles. Ce que Ryan ignorait, c'est que la liaison de Lisa et Brad avait dégénéré au-delà des rencontres secrètes. Ils avaient commencé à discuter de leur avenir commun, et Tyler était devenu un obstacle dans leur histoire d'amour tordu. Le garçon avait commencé à poser des questions gênantes, remarquant la présence fréquente de Brad en son absence. Lisa, absorbée par sa passion et la manipulation de Brad, avait commencé à considérer son propre fils comme une menace pour son bonheur. Le soir, tout avait basculé, avait commencé comme n'importe quel autre. Ryan était rentré d'une visite de chantier de 3 jours et avait trouvé la maison inhabituellement calme. Lisa prétendait que Tyler était à l'entraînement de foot, mais quelque chose clochait. Les affaires de Tyler étaient encore dans le vestiaire, et l'entraînement avait été annulé à cause de la pluie, un fait que Ryan avait découvert en appelant l'entraîneur. Lorsque Tyler est finalement rentré vers minuit, boitant et avec un bleu à la mâchoire, l'explication de Lisa fut simple et immédiate. Tyler avait fait une chute à vélo. Mais Ryan savait que son fils savait que Tyler était trop prudent et un cycliste expérimenté pour un tel accident. Le comportement de Tyler était plus révélateur. Il refusait de soutenir le regard de son père et tressaillit lorsque Lisa tenta de lui toucher l'épaule. Cette nuit-là, Ryan resta éveillé, écoutant la respiration régulière de Lisa à côté de lui, son téléphone bourdonnant de SMS auxquels elle répondait dans la salle de bain. Pour la première fois depuis des mois, il regarda vraiment sa femme, remarquant des détails qui lui avaient échappé dans son épuisement. Les nouveaux bijoux qu'elle prétendait être un cadeau de sa sœur.
Le parfum coûteux qui n'était pas celui qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. La façon dont elle s'était mise à faire du sport de manière obsessionnelle, transformant son corps avec une intensité qui suggérait qu'elle se produisait pour quelqu'un. Ryan avait bâti son succès sur sa capacité à voir les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes, à anticiper les faiblesses structurelles et à les renforcer. En fixant le plafond cette nuit-là, il réalisa que son mariage avait développé des fissures qu'il avait été trop occupé pour remarquer. Et maintenant, ces fissures menaçaient de détruire tout ce qu'il avait construit. Il avait toujours vécu selon un code simple. La loyauté appelle la loyauté et la trahison entraîne des conséquences. En affaires, les entrepreneurs qui tentaient de l'escroquer se retrouvaient sur liste noire dans tout le secteur. Les fournisseurs qui livraient des matériaux de qualité inférieure ne recevaient jamais d'autres contrats. Ryan ne croyait pas aux secondes chances en cas de trahison. C'était une faiblesse qui ouvrait la voie à une nouvelle exploitation. Ce que Ryan ne comprenait pas encore, c'est que sa femme et son amant avaient déjà franchi les limites, exigeant une justice que le système judiciaire ne pouvait pas rendre. Chapitre 2, le dénouement. Le lendemain matin, une normalité troublante s'installa. Lisa fredonnait en préparant le petit déjeuner. Son humeur était inexplicablement au beau fixe malgré le malaise évident de Tyler. Elle bombardait leur fils de questions sur l'école, ses prochaines sélections de football, ses projets avec ses amis. Pendant ce temps, Tyler répondait par monosyllabes, sans jamais la regarder directement. Ryan observait ce spectacle en buvant son café. Ces entrepreneurs remarquaient chaque faux-semblant dans la façade enjouée de Lisa lorsqu'elle annonça qu'elle passerait la journée à faire du shopping avec son amie Monica. Ryan prit une décision qui allait tout changer. « Tyler, dit-il après le départ de Lisa, tu veux m'aider sur le projet Riverside aujourd'hui ? J'aurais besoin de quelqu'un pour vérifier les mesures. » Le soulagement de Tyler était palpable. Loin de la maison, loin de la présence vigilante de Lisa. Le garçon se détendit peu à peu. Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant 1 heure avant que Ryan n'aborde le sujet avec précaution. « Tu as un sacré bleu là. Tu es sûr de vouloir me dire que c'est dû à un accident de vélo. » Les mains de Tyler s'immobilisèrent sur le maître ruban. « Papa, mon fils, je construis des choses depuis avant ta naissance. Je connais la différence entre un dommage causé par un accident et un dommage causé par un impact. Ce bleu sur ta mâchoire ? Quelqu'un t'a frappé ? » L'histoire qui en ressortit glaça le sang de Ryan. Tyler était rentré tôt de l'école la veille avec de la fièvre, s'attendant à trouver la maison vide. Au lieu de cela, il découvrit Lisa et Brad ensemble dans le salon. Le salon de Ryan sur les meubles que Ryan avait choisis, sous des photos de famille accrochées par Ryan. Tyler avait tenté de partir discrètement, mais Brad l'avait repéré. Ce qui suivit ne fut pas seulement la découverte d'une liaison, mais quelque chose de bien plus sinistre. Brad avait coincé Tyler, son masque charmant glissant pour révéler une menace sous-jacente. Lorsque Tyler a menacé de tout dire à son père, Brad l'a frappé si fort qu'il a fait tomber le jeune homme de 15 ans. Mais la réaction de Lisa a véritablement glacé Ryan. Au lieu de protéger son fils, elle s'est rangée du côté de Brad, l'aidant à construire l'histoire de l'accident de vélo. Elle a regardé son enfant blessé droit dans les yeux et exigé son silence, menaçant de l'envoyer dans une école militaire s'il disait la vérité à son père. « Papa » a murmuré Tyler d'une voix brisée. « Je ne crois pas que maman nous aime encore. » Ryan a serré son fils contre lui, sentant une rage monter en lui comme jamais auparavant. À cet instant, tous les instincts impitoyables qu'il avait menés de la pauvreté à la réussite se sont cristallisés en une seule et même préoccupation. Lisa et Brad avaient commis l'erreur la plus fatale. Ils avaient menacé son enfant. Ce soir-là, Ryan a commencé son enquête sérieusement. Il a engagé Derek Torres, un détective privé qu'il avait utilisé pour des vérifications d'antécédents sur des clients importants. Derek était un ancien inspecteur de police qui avait quitté la police après avoir refusé de fermer les yeux sur la corruption. Il comprenait les hommes comme Ryan, des hommes qui bâtissaient des empires par leur seule volonté et les protégeaient avec une impitoyable impitoyabilité. Le premier rapport de surveillance arriva quelques jours plus tard. Brad Coleman n'était pas un simple riche dilitiste en quête de sensations fortes dans une petite ville. Il avait été renvoyé de 3 écoles privées pour harcèlement envers des élèves plus jeunes et possédait un casier judiciaire vierge auquel les contacts de Derrick n'avaient pas accès, mais dont il pouvait confirmer l'existence. L'argent de sa famille était assorti de conditions, un fonds fiduciaire qui pouvait être révoqué s'il mettait le nom de famille en scandale. Plus accablant encore était la chronologie établie par Derrick.
La liaison de Lisa et Brad durait depuis 4 mois, et non les quelques semaines que Ryan avait soupçonnées. Ils avaient été méthodiques dans leur tromperie, utilisant les activités du country club de Lisa comme couverture pour planifier ce que des sources proches de Derek suggéraient être plus qu'une simple aventure. Le point de rupture survint un jeudi soir, 2 semaines plus tard. Ryan rentra d'un dîner avec des clients et trouva Tyler assis sur les marches du perron, le poignet gauche enflé et blotti contre sa poitrine. « Que s'est-il passé » demanda Ryan d'une voix d'un calme mortel. L'explication de Tyler était hésitante, ponctuée de regards vers la maison, où l'on entendait des voix se disputer derrière les fenêtres closes. Tyler avait interrompu une autre rencontre entre Lisa et Brad cet après-midi-là, cette fois dans le bureau de Ryan. Lorsque le garçon avait protesté contre leur présence dans l'espace privé de son père, Brad lui avait saisi le poignet et l'avait tordu, menaçant Tyler de bien pire chose s'il n'apprenait pas à se mêler de ses affaires. Lisa avait une fois de plus choisi le camp de Brad, lui disant qu'il dramatisait et qu'il devrait être reconnaissant à Brad d'avoir accepté d'avoir une influence masculine positive dans sa vie. Alors que Ryan était si souvent absent, il examina le poignet de son fils, les mains tremblantes d'une fureur à peine maîtrisée. Pas cassé, mais une grave entorse. Il envoya Tyler dans sa chambre, puis entra dans sa maison comme un étranger, scrutant le territoire ennemi. Il trouva Lisa et Brad dans la cuisine, partageant une bouteille de vin que Ryan reconnut comme un millésime qu'il avait gardé pour son 20e anniversaire de mariage. Ils riaient, leur intimité décontractée et confortable témoignant d'une longue familiarité. Ryan. La surprise de Lisa semblait sincère. « Tu rentres tôt. » Brad se leva lentement, sa posture subtilement provocante. « Ryan, content de te voir. » Lisa me racontait justement le petit accident de Tyler. Les enfants, tu sais, toujours dans les ennuis. Ryan regarda cet homme qui avait frappé son enfant, qui avait envahi sa maison, qui avait volé sa femme et l'avait corrompue jusqu'à la rendre méconnaissable. Il pensa à Tyler à l'étage, soignant une blessure infligée par un lâche qui priait pour des enfants. « Brad, » dit Ryan d'une voix conversationnelle. « Je crois qu'il est temps que tu partes. » Une lueur passa dans les yeux de Brad, surpris que sa présence soit contestée, irrité d'être renvoyé. « En fait, Lisa m'avait invité à dîner. Je crois que je vais rester. » Le silence qui suivit fut électrique. Lisa regarda tour à tour les deux hommes, sentant le changement de dynamique, mais sans en comprendre l'origine. Brad semblait se rendre compte de son erreur de calcul, mais sa fierté ne le laissait pas tomber. Ryan sourit et Lisa dira plus tard que c'était l'expression la plus terrifiante qu'elle ait jamais vue sur le visage de son mari. « Non, » dit Ryan doucement. « Tu ne le feras pas, ce soir-là ?» Après le départ de Brad et le départ de Lisa dans la chambre d'amis après une violente dispute, Ryan était assis dans son bureau, planifiant le projet le plus important de sa vie. Il bâtirait un empire. De la construction en comprenant que toute structure avait besoin de fondations solides et que les matériaux fragiles devaient être retirés avant qu'ils ne provoquent une défaillance catastrophique. Son mariage était irréparable. Les fondations avaient été pourries par la trahison. Mais il veillerait à ce que, le jour de l'effondrement, ce soit lui qui contrôle la démolition. Chapitre 3. Le plan. L'appel aux urgences arriva 3 semaines plus tard, exactement comme Ryan l'avait prévu. La voix de Lisa était aiguë de panique, affirmant que Tyler avait été blessé dans un accident domestique. Mais Ryan savait qu'il n'en était rien. Il avait suivi chaque geste de Brad et Lisa, chaque mensonge qu'ils avaient dit, chaque escalade de leur comportement de plus en plus imprudent. La surveillance de Derrick avait révélé un schéma inquiétant. Les interactions de Brad avec Tyler étaient devenues plus agressives, plus autoritaires. Il avait commencé à traiter le garçon comme un obstacle à éliminer plutôt que comme un enfant à tolérer. Lisa, totalement sous l'influence de Brad, avait commencé à considérer son propre fils comme un obstacle à son bonheur. L'accident était inévitable. Tyler avait découvert Lisa en train de voler de l'argent dans le coffre-fort de Ryan. De l'argent destiné à financer ses études pour un week-end avec Brad. Lorsque Tyler avait menacé de tout dire à son père, la confrontation avait dégénéré. Ryan s'était préparé à ce moment. Il avait installé des caméras cachées dans toute la maison des semaines plus tôt, déguisées en mise à niveau de sécurité de routine que Lisa avait à peine remarqué. Chaque rencontre violente, chaque menace contre Tyler, chaque instant où Lisa préférait son amant à son fils avait été enregistré en haute définition. À l'hôpital, la scène s'était déroulée exactement comme Ryan l'avait orchestré. Lorsque Lisa a tenté de l'empêcher d'entrer dans la chambre de Tyler, prétextant que leur fils ne voulait pas le voir,
l'intervention de l'infirmière est tombée à pic. L'appel désespéré de Tyler pour son père, sa révélation chuchotée sur les abus de Lisa et Brad, et l'appel de Ryan à la police ont tous été observés par le personnel de l'hôpital, qui témoignerait plus tard de la dynamique familiale. Mais le véritable coup de maître de Ryan résidait dans ce qu'il avait fait avant son arrivée à l'hôpital. Pendant que Lisa et Brad s'occupaient des blessures de Tyler, Ryan avait téléchargé toutes les vidéos de surveillance, toutes les conversations enregistrées, toutes les preuves rassemblées par Derek. Il avait également passé des appels téléphoniques stratégiques aux administrateurs de la famille de Brad à New York, à la sœur de Lisa, avocate spécialisée en droit du travail, qui avait toujours désapprouvé le mariage, et à certains membres du conseil d'administration du country club qui accordaient plus d'importance à leur réputation. Tandis que la police recueillait les dépositions et que Tyler recevait des soins pour ses blessures, une commotion cérébrale et de graves contusions aux côtes, Ryan a vu Lisa prendre conscience que son monde s'écroulait. Brad, confronté à des accusations potentielles d'agression sur mineurs, a immédiatement pris ses distances avec Lisa et la situation. Sa façade impeccable s'est fissurée sous les interrogatoires de la police, révélant le lâche qui se cachait derrière. Mais ce n'était que le début de la vengeance de Ryan. Il avait passé 3 semaines à construire un piège avec la même planification méticuleuse qu'il mettait en œuvre pour ses projets de construction les plus complexes. Chaque poutre était placée avec précision, chaque support soigneusement calculé pour créer un maximum de dégâts lorsque la structure finirait par s'effondrer. Quelques heures après le dépôt des plaintes, Brad a reçu un appel de l'équipe juridique de sa famille. Le fonds fiduciaire qui soutenait son train de vie était assorti de clauses de moralité que son agression sur mineur avait violées. Son allocation mensuelle a été immédiatement suspendue dans l'attente d'une enquête approfondie. Lisa s'est retrouvée interrogée non seulement par la police, mais aussi par les services de protection de l'enfance, alertée de ce schéma d'abus par une information anonyme contenant des preuves détaillées de sa négligence et de sa complicité. Les photos prises par Derek montraient des ecchymoses sur Tyler s'étalant sur plusieurs semaines. Preuve documentée qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Lorsque Lisa et Brad ont réalisé qu'ils étaient systématiquement détruits, Ryan avait déjà 3 coups d'avance. Il avait engagé la meilleure avocate en droit de la famille de l'État, une femme connue pour sa défense impitoyable des enfants maltraités. Il avait fait geler l'accès financier de Lisa à leur compte, invoquant le vol des fonds d'études de Tyler comme motif de mesures de protection d'urgence. Mais le coup le plus cruel de Ryan était psychologique. Il avait fait en sorte que des images de surveillance des moments les plus intimes de Lisa et Brad soient découvertes par hasard par la mère conservatrice de Lisa, lors de ce qui aurait dû être une visite de routine pour prendre des nouvelles de Tyler. Le scandale familial qui en a résulté allait entraîner l'effondrement du réseau de soutien social et financier de Lisa, au moment même où elle en avait le plus besoin. Assis dans la chambre d'hôpital de Tyler, Ryan regardait son fils dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois, il ressentait la satisfaction du travail bien fait. Mais ce n'était que la phase de démolition. La véritable construction de sa vengeance ne faisait que commencer. Lisa et Brad avaient cru jouer à un jeu de tromperie et de manipulation avec un bourreau de travail distrait. Ils n'avaient pas compris que Ryan Mitchell ne se contentait pas de construire des structures. Il avait systématiquement détruit ceux qui l'avaient trahi. Et contrairement à l'effondrement rapide d'une démolition contrôlée, la vengeance de Ryan serait un démantèlement lent et méthodique qui ne laisserait à ses ennemis que des regrets et l'amertume d'avoir provoqué leur propre destruction. Dans le couloir devant la chambre de Tyler, Lisa était assise sur une chaise en plastique, ses vêtements de marque froissés, ses cheveux parfaitement coiffés en bataille. Comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché, Brad était introuvable. Il s'enfuit dès que la police eut terminé son interrogatoire initial, sa loyauté durant exactement le temps qu'il fallut pour que les conséquences réelles se fassent sentir. Ryan regarda sa femme par la fenêtre, n'éprouvant qu'une satisfaction froide. Elle avait fait son choix en choisissant son amant plutôt que leur fils. Maintenant, elle vivrait avec les conséquences de ce choix jusqu'à la fin de ses jours. Les fondations de leur famille avaient été irrémédiablement corrompues. Mais de ces ruines, Ryan allait construire quelque chose de plus solide. Une vie où Tyler n'aurait jamais à craindre ceux qui auraient dû le protéger. Là où la loyauté était récompensée et la trahison punie sans pitié. Il avait appris depuis longtemps que certaines structures étaient irréparables. Parfois, la seule option était la démolition complète et un nouveau départ. Lisa et Brad allaient découvrir que Ryan Mitchell avait bâti sa vengeance comme il avait bâti tout le reste pour qu'elle dure éternellement. Chapitre 4. Le siège. La semaine suivant l'hospitalisation de Tyler fut un véritable exemple de destruction systématique.
Ryan avait repris le travail avec l'intensité concentrée que ses employés reconnaissaient comme son mode de combat. La même énergie qu'il déployait face aux délais impossibles et aux OPA hostiles. Mais cette fois, sa cible n'était ni un chantier ni un rival. Cette fois, il démantelait deux vies avec la précision d'un chirurgien et la cruauté d'un bourreau. Brad Coleman découvrit la première phase de sa destruction en arrivant au Millburn Country Club pour son entraînement matinal habituel. La réceptionniste, une jeune femme qu'il avait toujours accueillie avec un sourire enjôleur, refusa de le regarder dans les yeux lorsqu'elle l'informa que son abonnement avait été suspendu en attendant l'examen de récentes complications juridiques. Le conseil d'administration avait réagi rapidement dès que la campagne de rumeurs soigneusement orchestrée par Ryan avait atteint les bonnes oreilles. L'adhésion au country club de Millbrook ne se résumait pas au golf et au tennis. Il s'agissait d'une question de réputation, de statut social et du type de relation qui maintenait la richesse des familles aisées. L'agression de Brad sur un garçon de 15 ans, combinée à sa liaison avec la femme d'un membre marié, avait violé toutes les règles tacites de leur communauté isolée. Mais perdre son ancrage social n'était rien comparé à ce qui attendait Brad dans sa propriété louée. Ryan avait découvert que le bail de Brad était mensuel et que sa propriétaire, une riche veuve nommée Eleanor Hartwell, était une amie proche de la grand-mère de Tyler. Une simple conversation avec Madame Hartwell, incluant des photos de surveillance sélectionnées des activités de Brad et Lisa dans sa maison d'hôte impeccable, avait entraîné un avis d'expulsion immédiat. Les avocats du fonds fiduciaire de Brad ont appelé cet après-midi-là pour annoncer une nouvelle accablante. Les clauses de moralité de son héritage ne concernaient pas seulement des accusations criminelles. Ils s'étendaient à tout comportement qui ternissait publiquement la réputation de la famille Coleman. Alors que les médias locaux commençaient à relayer l'histoire de l'agression du fils du magnate du bâtiment par l'amant de sa mère, l'allocation mensuelle de Brad fut définitivement supprimée. Pour un homme qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui vivait entièrement de l'argent familial depuis ses études, la réalité financière le frappa de plein fouet. Sans son fonds fiduciaire, il ne pouvait plus assumer son train de vie, son loyer, ni même les mensualités de sa voiture de luxe. En 72 heures, Brad Coleman passa du statut de riche playboy à celui de sans-abri et de chômeur. Mais l'assaut de Ryan contre Brad ne faisait que commencer. Derek Torres avait passé des semaines à cartographier la vie de Brad, identifiant chaque faiblesse, chaque dépendance, chaque source de réconfort et de sécurité. Le passé militaire du détective privé lui avait appris que la véritable victoire ne résidait pas dans un seul coup dévastateur, mais dans la pression soutenue que des ennemis brisés sont prêts à affronter. La deuxième vague de destruction ciblait les rares biens restants de Brad. Il s'avéra que son SUV de luxe était loué par une entreprise privilégiant les clients à la moralité irréprochable. Ses assurances, auto, santé et responsabilité civile comportaient des clauses permettant leur annulation suite à des accusations criminelles. Ses cartes de crédit, toutes garanties par son fonds fiduciaire désormais gelé, furent systématiquement annulées. Ryan avait même fait annuler l'abonnement de Brad à la salle de sport, son seul moyen de communication restant. Le propriétaire de la salle de sport devait une faveur à son entreprise de construction. Mitchell Construction avait construit l'établissement à prix coûtant après la faillite de son précédent entrepreneur en cours de chantier. Lorsque Ryan expliqua que Brad avait agressé son fils, l'annulation de l'abonnement fut immédiate et définitive. Pendant ce temps, Lisa risquait sa propre destruction systématique. Les avocats de Ryan avaient agi avec une efficacité redoutable, gelant tous les comptes joints et cartes de crédit, retardant ainsi l'issue de l'enquête des services de protection de Tyler. Lisa découvrit qu'elle ne pouvait plus accéder à l'argent qu'elle avait l'habitude de dépenser sans compter, qu'elle ne pouvait plus facturer ses courses ou ses soins au spa, ni même payer l'essence sans l'accord explicite de Ryan. L'isolement social était encore plus dévastateur. Les amitiés soigneusement cultivées par Lisa reposaient sur le statut social et les avantages mutuels. Des relations qui s'étaient évaporées dès que sa position était devenue incertaine. Les femmes qui avaient bavardé avec elle lors de déjeuners de tennis évitaient désormais ses appels. Les organisations caritatives l'avaient discrètement radié de leur conseil d'administration. Même son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur avait été annulé lorsque sa carte de crédit avait été refusée et que le propriétaire du salon, un autre client reconnaissant de Ryan, avait refusé de lui accorder un crédit. Mais l'innovation la plus cruelle de Ryan avait été de refuser à Lisa l'accès à Tyler. Le garçon était hébergé chez la sœur de Ryan, Rebecca, pendant sa convalescence, et les services de protection de l'enfance avaient accordé à Ryan la garde temporaire de son âme, ce qui avait bloqué leur enquête. Lisa ne pouvait voir son fils que lors de visites surveillées, et seulement si Tyler acceptait la rencontre. Tyler, enfin libéré de l'influence manipulatrice de sa mère, avait retrouvé sa voix.
Lors de son entretien avec les travailleurs sociaux, il avait livré un récit accablant de mois de violence psychologique, d'intimidation physique et de l'incapacité totale de sa mère à le protéger. Le témoignage du garçon, combiné aux preuves de surveillance de Ryan, dressait le portrait d'une mise en danger systématique des enfants, rendant les visites surveillées de Lisa de plus en plus pénibles pour toutes les personnes concernées. 5 jours après l'hospitalisation de Tyler, Lisa s'est installée dans une chambre de motel bon marché, le seul logement qu'elle pouvait se permettre avec ses ressources financières limitées, et a pris conscience de l'ampleur de sa situation. Son mari contrôlait tous les aspects de leur vie financière. Son amant l'avait abandonnée dès que les conséquences réelles se sont manifestées. Son fils la considérait comme une ennemie plutôt que comme une protectrice. Son réseau social s'était évaporé du jour au lendemain. Elle avait troqué son mariage avec l'un des hommes les plus prospères du comté contre une liaison avec un lâche qui avait fui au premier signe de trouble. Ce faisant, elle avait tout perdu, sa maison, sa sécurité, son fils et son avenir. Mais Ryan n'en avait pas fini. La troisième phase de sa vengeance consistait en une guerre psychologique visant à s'assurer que ses ennemis comprennent exactement pourquoi ils étaient détruits. Brad recevait quotidiennement des rappels de sa disgrâce, des photos de ses biens retirés de la succession, des avis d'annulation de service, des mises à jour sur les procédures judiciaires. L'équipe de Derek a veillé à ce que Brad comprenne parfaitement à quel point sa vie était démantelée. La torture psychologique de Lisa était plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. Ryan s'est arrangé pour qu'elle assiste au rétablissement de Tyler. Il était redevenu le garçon confiant et heureux qu'il était avant que sa liaison ne contamine leur foyer. Elle a vu son fils rire avec son père, exceller à l'école sans le stress des violences familiales, s'épanouir d'une manière qui rendait son absence non seulement inutile, mais bénéfique. Le message était clair. Tyler était mieux sans elle. Ryan était plus fort sans elle. La vie qu'elle tentait de détruire s'épanouissait en son absence. Alors que la voie qu'elle avait choisie l'avait conduit à l'isolement, à la pauvreté et à la honte publique. À la fin de la semaine, Ryan examinait les résultats de sa campagne avec une satisfaction sombre. Brad Coleman, autrefois un prédateur sûr de lui qui avait terrorisé un enfant et volé la femme d'un autre, en était réduit à dormir dans sa voiture et à appeler désespérément les membres de sa famille qui refusaient de répondre. Lisa Mitchell, qui avait choisi la passion plutôt que la responsabilité et l'adultère plutôt que la maternité, apprenait que les choix avaient des conséquences qu'on ne pouvait ni charmer ni manipuler. Mais ce n'était encore que la phase de siège de la guerre de Ryan. La véritable bataille allait commencer, et elle se jouerait non seulement pour la garde de Tyler et ses biens, mais aussi pour la destruction totale et définitive de ceux qui osaient menacer sa famille. Ryan avait toujours pensé que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre en affaires. À la guerre, c'était une faiblesse qui pouvait s'avérer fatale. Lisa et Brad allaient découvrir que l'homme qu'ils avaient sous-estimé n'était pas seulement riche et prospère. Il était totalement impitoyable envers ceux qui avaient trahi ceux qu'il aimait. Chapitre 5. Le jugement. 3 semaines après l'hospitalisation de Tyler, la machine juridique que Ryan avait mise en branle atteignait son plein essor. Son avocate en droit de la famille, Caroline Fisher, était une femme qui s'était bâtie une réputation en détruisant des conjoints violents et en protégeant les enfants. Elle aborda le dossier de Lisa comme un procureur qui réclame la peine de mort. Méthodique, implacable et totalement impitoyable. Les preuves de surveillance recueillies par Derrick créaient un récit accablant de mise en danger d'enfants et de trahison conjugale. Mais le génie de Caroline résidait dans la manière dont elle avait organisé la présentation des preuves. Plutôt que de tout abandonner d'un coup, elle avait structuré la révélation de manière à maximiser l'impact psychologique sur Lisa et son équipe juridique, dont la situation se détériorait rapidement. L'avocat de Lisa, un ami de la famille qui avait accepté de la représenter par faveur, s'est retiré de l'affaire après la deuxième présentation des preuves. L'homme ne pouvait tout simplement pas défendre l'indéfendable, surtout lorsque Caroline a commencé à présenter des enregistrements audio de Lisa, privilégiant explicitement le confort de Brad plutôt que la sécurité de Tyler. Parmi les enregistrements filmés par les caméras cachées de Ryan, on pouvait voir Lisa dire à Tyler d'arrêter de dramatiser après que Brad l'ait physiquement intimidé, et sa promesse d'envoyer Tyler dans une école militaire s'il mettait leur relation en difficulté. Dès la 4e semaine, Lisa se défendait elle-même. Une décision désastreuse que Ryan avait anticipée et encouragée. Son instabilité émotionnelle au tribunal, combinée à son incapacité évidente à comprendre la procédure judiciaire, la faisait apparaître exactement comme Caroline l'avait imaginé, une mère indigne dont le manque de jugement allait bien au-delà de son infidélité conjugale.
Mais le coup de maître de Ryan fut d'apporter des preuves de vol financier que même les partisans de Lisa ne purent défendre. Les images de surveillance montraient clairement Lisa en train de détourner l'argent du fonds d'études de Tyler. Cet argent spécifiquement destiné aux études de leur fils pour financer des escapades romantiques avec Brad. Le vol n'était pas seulement moralement répréhensible. Il démontrait une tendance à faire passer sa liaison avant l'avenir de son enfant. La situation de Brad s'était encore dégradée. Sans argent, sans domicile et sans relations sociales, il avait été contraint d'accepter un emploi dans un motel bon marché, la même chaîne que celle où séjournait Lisa. La justice cosmique de cet arrangement n'échappa à personne. L'homme qui avait autrefois prétendu aider Lisa à comprendre ce qu'elle méritait nettoyait désormais les toilettes et changeait les draps pour subvenir à ses besoins. La surveillance continue de Derek révéla que la relation de Brad et Lisa se brisait sous la pression. Sans l'excitation du secret et le réconfort du soutien financier involontaire de Ryan, leur passion s'était muée en ressentiment mutuel. Brad blâmait Lisa pour les complications juridiques qui avaient détruit sa vie. Lisa reprochait à Brad de l'avoir encouragé à trahir Tyler, oubliant ainsi sa propre participation enthousiaste. Leur dispute, enregistrée sur enregistrement audio, révélait la nature superficielle et égoïste de leur relation. Brad traitait Lisa de femme au foyer stupide qui gâchait tout pour rien. Lisa accusait Brad de lui avoir ruiné la vie et d'être un lâche qui fuit quand les choses deviennent sérieuses. Aucun des deux ne manifestait de véritable remords pour les dommages causés à Tyler. Seulement de l'apitoiement sur eux-mêmes face aux conséquences qu'ils encouraient. Ryan regardait ces enregistrements avec une satisfaction froide, mais il restait concentré sur le rétablissement de Tyler. Le garçon s'était épanoui pendant son éloignement de l'influence toxique de Lee. Ses notes s'étaient considérablement améliorées. Il avait retrouvé confiance en lui. Plus important encore, il avait cessé de sursauter au bruit inattendu et de regarder par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il n'y avait pas de menace. Lors d'une partie de pêche père-fils, la première depuis des mois sans la tension sous-jacente du conflit familial, Tyler a finalement confié l'ampleur de la trahison de sa mère. « Papa » a dit Tyler d'une voix ferme malgré le poids de ses mots. « Elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps, avant même Brad. Elle a juste vérifié comme si j'étais un inconvénient avec lequel elle était coincée. » Ryan sentit sa poitrine se resserrer de rage, mais il a gardé sa voix calme. « Ce n'est pas de votre faute, un fils. Les parents, mais Lisa a forcé ce choix par ses propres actions. Dévastateur que cela met fin en permanence à toute possibilité que Lisa obtienne la garde ou même les droits de visite non supervisés. En prouvant l'inadaptation fondamentale de Lisa en tant que parent, non seulement à travers ses actions récentes, mais par un modèle de négligence émotionnelle qui a précédé sa liaison. Caroline avait interviewé les professeurs, les entraîneurs et les parents de Tyler, en construisant un cas que Lisa a vérifié de la maternité depuis plus d'1 an. Les preuves étaient accablantes. Les enseignants ont indiqué que Lisa avait raté chaque conférence sur les parents au cours des 18 derniers mois. L'entraîneur de football de Tyler a révélé que Lisa n'avait jamais assisté à un seul match, bien qu'il ait prétendu être occupé par des obligations familiales. Les parents de Frien ont décrit un garçon qui a de plus en plus évité de ramener les camarades de classe à la maison, qui semblait nerveux à propos de l'humeur imprévisible de sa mère, qui avait commencé à demander à rester dans d'autres maisons plutôt que de rentrer chez elle. Mais les preuves les plus dévastatrices sont venues de Tyler lui-même. Dans une session privée avec un psychologue nommé par le tribunal, le garçon a révélé qu'il se levait essentiellement depuis plus d'1 an. Lisa avait cessé de préparer des repas en famille, cessé d'aider à faire ses devoirs, cessé de montrer son intérêt pour sa vie au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir les apparences. Tyler avait appris à faire sa propre lessive, à préparer le sien nourriture et gérer son propre transport vers les activités parce que sa mère était toujours occupée par des rendez-vous mystérieux et des obligations sociales. L'évaluation psychologique a conclu que Tyler souffrait de négligence émotionnelle bien avant le début de la violence physique et que l'affaire de sa mère était simplement l'aboutissement d'un modèle d'abandon parental qui se construisait depuis des mois. Armée de cette preuve, Caroline a déposé une requête en garde à vue permanente avec des droits de visite supervisés pour Lisa. Des visites qui pourraient être licenciées si Tyler exprimait une gêne ou si Lisa montrait des signes d'essayant de manipuler leur fils. Mais Ryan a eu une dernière surprise pour sa femme. La maison qu'ils avaient partagée, le manoir qu'il a conçu et construit en tant que maison familiale, était en fait intitulé dans une structure de confiance complexe que Caroline l'avait aidé à établir des années plus tôt. Les conditions de la fiducie étaient claires. Si l'un ou l'autre conjoint était reconnu coupable de mise en danger d'enfants ou de vol financier, ils ont perdu tous les droits sur la propriété. Lisa perdrait non seulement la garde de Tyler,
mais elle serait permanente de la maison qu'elle avait violée avec sa liaison. La maison qui avait été construite comme un symbole du succès de leur famille serait désormais un monument aux conséquences de trahison. Alors que les murs légaux se ferment autour de ses ennemis, Ryan ressentait la satisfaction d'un plan parfaitement exécuté. Mais il a aussi ressenti quelque chose de plus profond. La paix qui venait de savoir que son fils était en sécurité, sa famille était protégée et la justice était rendue sans compromis ni miséricorde. Lisa et Brad avaient joué que l'amour de Ryan pour sa famille le rendrait vulnérable à l'exploitation. Ils n'avaient pas compris que l'amour, lorsqu'il était trahi, pourrait devenir la force la plus impitoyable du monde. Et ils étaient sur le point d'apprendre que certaines batailles une fois commanditées ne pouvaient se terminer que par une victoire totale ou une destruction complète. Ryan avait choisi la victoire et il l'a construite pour durer pour toujours. Chapitre 6. L'effondrement. L'audience de garde qui déterminerait l'avenir de Tyler a eu lieu par un matin d'octobre gris qui correspondait parfaitement au destin qui s'installe sur les espoirs restants de Lisa. Elle est entrée seule dans le palais de justice, après avoir été abandonnée par sa famille, ses amis et même son défenseur public, qui lui avait conseillé d'accepter les termes que l'équipe juridique de Ryan a offertes. Brad était notamment absent. 3 jours plus tôt, il avait complètement quitté Millbrook, fuyant des parties inconnues après que Derek Torres avait organisé ses anciens gestionnaires de fonds fiduciaires pour informer les créanciers locaux de sa situation financière précaire. Face à des dettes croissantes et à la possibilité d'accusations criminelles liées à l'agression de Tyler, Brad avait choisi la lâcheté de responsabilité, une trahison finale qui a laissé Lisa complètement isolée. Ryan s'est assis avec Caroline Fizet et Tyler, présentant un front uni qui parlait de liens familiaux forgés plus forts par l'adversité. Tyler, maintenant âgé de 16 ans et plus mature que ses années, avait choisi d'assister à l'audience malgré la possibilité d'attendre ailleurs. Il voulait affronter directement sa mère pour la laisser voir exactement ce que ses choix avaient coûté à leur famille. La juge Patricia Andry avait examiné le dossier avec un dégoût croissant. Un vétéran du tribunal de la famille qui avait vu toutes les formes d'échec parental imaginables. Elle a été particulièrement offensée par les cas où les enfants n'étaient pas mis en danger par la pauvreté ou le désespoir, mais par l'égoïsme et le mauvais jugement par les parents qui avaient tout avantage. La présentation des preuves était dévastatrice dans son exhaustivité. Caroline a systématiquement détruit toute idée que Lisa était apte à la maternité, en commençant par des dossiers financiers montrant le vol de Tyler S. College Fund et escaladé pendant des mois de négligence documentée et de culmination dans sa complicité dans la violence physique de Brad envers leur fils. Mais les preuves les plus accablantes ont été la propre voix de Lisa capturée sur le système de surveillance de Ryan alors qu'elle privilégie le confort de Brad sur la sécurité de Tyler encore et encore. Les enregistrements joués dans la salle d'audience silencieux ont révélé une femme qui n'a pas seulement échoué à protéger son enfant, mais avait activement choisi son agresseur sur lui à plusieurs reprises. Lorsqu'il a eu l'occasion de se défendre, la performance de Lisa a été catastrophique. Ses tentatives pour minimiser les blessures de Tyler sont tombées à plat lorsque les dossiers médicaux ont été introduits. Ses affirmations selon lesquelles elle avait été manipulée par Brad s'est effondrée lorsque des enregistrements de sa participation enthousiaste à la planification de la punition de Tyler ont été joués. Ses appels en larmes pour une autre chance ont été minés par le propre témoignage de Tyler sur son modèle de négligence et d'abandon. L'apparition de Tyler devant le juge a été le moment charnière de l'audience. Le garçon a parlé avec une dignité silencieuse de la transformation de sa mère du protecteur à la menace, de la peur qui était devenue son compagnon constant, de son soulagement d'être enfin en sécurité la garde de son père. « Votre honneur, dit Tyler, sa voix stable malgré le poids émotionnel de ses paroles. Je ne veux pas que ma mère soit en garde à vue ou même des visites sans surveillance. Elle a cessé d'être ma mère lorsqu'elle a choisi quelqu'un qui m'a blessé à la protection. Je ne lui fais plus confiance. Et je ne pense pas que je ne le ferai jamais. » FT des activités scolaires de Tyler ou des maisons d'amis. Faisant écho à la salle d'audience comme un coup de feu, terminant officiellement la famille que Lisa avait détruite par son égoïsme et sa trahison. Fils. Ignorant l'ordonnance d'interdiction qui ne prendrait pas en vigueur officiellement pendant 24 heures, elle a approché Tyler alors qu'il marchait avec Ryan vers leur voiture. « Tyler, s'il te plaît, supplia-t-elle, attrapant son bras de doigts désespéré. Je suis toujours ta mère. Je t'aime. J'ai fait des erreurs, mais Tyler s'est éloigné de son toucher, son expression froide avec le genre de finalité qui vient de trop de douleur et de déception. « Non, dit-il simplement. Tu as cessé d'être ma mère quand tu l'as choisie par-dessus moi. Tu n'es rien pour moi maintenant. » Les mots ont frappé Lisa comme des coups physiques,
la conduisant à genoux sur les marches du palais de justice alors que Tyler s'éloignait sans regarder en arrière. Ryan s'arrêta pendant un moment, en regardant la femme qui avait été autrefois sa femme, qui avait été la mère, il a dit que le centre de son monde. Au-delà de la déclaration de fait froide. Vous avez choisi Brad sur Tyler. Vous avez choisi une affaire sur votre famille. Vous avez choisi la trahison pour la loyauté. Ce sont les conséquences de ces choix. Lisa le regarda avec des erreurs striées en larmes et les yeux désespérés. Choix que vous avez choisi de voler le fonds universitaire de votre fils. Sa vie. L'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Elle avait joué l'avenir de leur famille sur une liaison avec un lâche qu'il avait abandonné lors du premier signe de problème. Elle avait choisi la passion momentanée par rapport à l'amour permanent, et le prix avait été tout ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, Ryan et Tyler ont dîné dans leur maison. Vraiment leur maison maintenant sans l'ombre de trahison suspendue sur leur table. Tyler a parlé de ses plans pour l'université, de ses objectifs pour sa dernière année de lycée. Son enthousiasme à propos des possibilités de vie qui n'incluaient plus la peur ou l'anxiété quant à sa sécurité. « Papa » dit Tyler en nettoyant ensemble. « Je sais que cela vous a aussi été difficile. »« Perdre maman, je veux dire. » Ryan considérait soigneusement ses paroles. « Fils, je n'ai pas perdu ta mère. Elle s'est perdue. La femme que j'ai épousée, la femme qui vous a donné naissance, elle a disparu bien avant que tout cela ne soit révélé. Ce que j'ai perdu était une illusion de quelqu'un qui n'existait plus. » Tyler hocha la tête de compréhension au-delà de ses années. « Je pense que je l'ai perdu encore plus tôt que toi. C'est peut-être pour cela que cela ne fait pas autant de mal qu'il se doit. » Cette nuit-là, Ryan se tenait dans son étude, regardant la propriété qu'il avait construite pour être l'héritage de leur famille. La maison était forte et belle, sa fondation solide malgré les tempêtes qui avaient testé sa structure. Comme la maison qu'il a conçue et construite, sa relation avec Tyler avait été construite pour résister à tout assaut. Lisa et Brad avaient cru pouvoir détruire ce que Ryan avait construit par la tromperie et la manipulation. Ils n'avaient pas compris que la vraie force n'est pas venue de la perfection, mais de la capacité de couper des éléments corrompus avant de pouvoir provoquer une défaillance systémique. Ryan avait construit sa vengeance de la même manière qu'il a construit tout le reste, méthodiquement, complètement et conçu pour durer pour toujours. Ses ennemis ont été détruits, son fils était en sécurité et son avenir était sûr. Le fondement de leur nouvelle vie était solide, et rien ne le menacerait à nouveau. La guerre était terminée et Ryan Mitchell avait remporté la victoire totale. Chapitre 7. Phoenix Rising. 6 mois après la confrontation des marches du palais de justice, Ryan et Tyler s'étaient installés dans un rythme de vie qui ressemblait plus à un partenariat que la relation père-fils traditionnelle. Tyler, maintenant âgé de 17 ans et accéléré dans ses études, recevait déjà des offres de bourse de prestigieuses universités. Le traumatisme de la trahison de sa mère s'était transformé en force et en indépendance qui ont impressionné tous ceux qui le connaissaient. Les affaires de Ryan s'étaient étendues au-delà de ses projections les plus folles. Parole de son caractère pendant la bataille de la garde, sa protection de Tyler et son traitement de principe de la trahison de Lisa lui avaient valu le respect dans toute leur communauté et au-delà. Mitchell Construction gérait désormais des projets dans 3 États avec une liste d'attente de clients qui ont spécifiquement demandé la participation personnelle de Ryan. Mais le succès a apporté ses propres défis. Lisa, réduite à des emplois de salaire minimum et vivant dans des logements subventionnés, avait commencé une campagne de harcèlement qui a testé les limites de son ordonnance d'interdiction. Elle apparaîtrait au bord des événements de l'école Tyler, toujours juste assez loin pour éviter l'arrestation, mais assez proche pour faire connaître sa présence. Elle a envoyé des lettres aux parents de l'ami de Tyler, plaidant pour leur intervention et la réunissant avec son fils. Elle a même tenté de contacter les recruteurs universitaires, en faisant tourner des mensonges élaborés sur le fait de se voir refuser l'accès à son enfant. Derek Torres, qui était resté en tant que consultant en sécurité, a documenté chaque violation et une infraction proche avec une précision méthodique. Mais Ryan a commencé à réaliser que les ordonnances de restriction et les frontières légales ne signifiaient rien pour quelqu'un qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. La situation s'est intensifiée lorsque Lisa est apparue au championnat régional de football de Tyler. En quelque sorte, en obtenant des références en tant que photographe indépendante, elle se positionna sur la touche, appareil photo à la main, en cliquant sur Tyler jouant le jeu de sa vie. Lorsque la sécurité a tenté de la retirer, elle a réclamé des protections du premier amendement et a menacé de poursuivre pour discrimination. Tyler, concentré sur le match, n'a remarqué la présence de sa mère jusqu'à la mi-temps.
Quand il l'a repéré à travers le champ, sa concentration s'est brisée. Le jeune homme confiant qui avait fait face à des salles d'audience et des audiences en garde à vue ressemblait soudainement à la jeune femme de 15 ans effrayée qui avait chuchoté ses peurs à son père dans une chambre d'hôpital. Ryan a regardé la performance de son fils souffrir en seconde période. J'ai vu l'anxiété retourner au mouvement de Tyler. A été témoin des dommages psychologiques que la simple présence de Lisa pourrait infliger. Cette nuit-là, Tyler a eu son premier cauchemar depuis des mois. Se réveiller en criant d'être poursuivi par quelqu'un qu'il ne pouvait pas s'échapper. Elle ne s'arrêtera jamais. Est-elle? Demanda Tyler pendant le petit déjeuner, les yeux creux d'épuisement et de peur renouvelée. Elle va me suivre à l'université, me présenter à mon travail, essayer de ruiner tout de bien dans ma vie parce qu'elle ne peut pas accepter que je ne veux pas elle là-bas. Ryan a regardé son fils, brillant et talentueux, traumatiser Tyler, qui méritait un avenir gratuit. L'enquête de Dererick sur les circonstances actuelles de Lisa a révélé une femme en train de se déchaîner sur les circonstances actuelles de Lisa. Clairement justifié une intervention en matière de santé mentale plutôt que des poursuites. L'appartement a été peint avec des photographies de son fils, des images imprimées à partir de ses comptes de médias sociaux, des photos prises de sa surveillance de ses activités, même des photos volées dans les maisons des familles de ses amis. Elle a créé un sanctuaire à l'enfant qu'il avait rejeté, avec des cadeaux d'anniversaire jamais donnés et des lettres non jamais envoyées. L'évaluation psychologique que Derrick a commandée par une clinique privée a peint une image de quelqu'un qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Lisa ne se faisait pas simplement pleurer la perte de sa famille. Elle a construit un fantasme élaboré où Tyler était empoisonné contre elle par la manipulation de Ryan, où leurs retrouvailles ont été inévitables une fois qu'elle a prouvé son amour, où elle a été victime d'une vaste conspiration plutôt que l'architecte de sa propre destruction. Elle est dangereuse, a rapporté Derrick lors d'une réunion de fin de soirée chez Ryan. Pas nécessairement violente, mais complètement irrationnelle. Elle est convaincue que Tyler veut secrètement qu'elle revienne, qu'il soit détenu contre sa volonté. Chaque violation de l'ordre de retenue, chaque frontière qu'elle traverse, elle justifie comme combattant pour son fils. Elle va dégénérer jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. Ryan avait construit son succès sur sa capacité à voir des problèmes trop avance et à les résoudre avant de devenir des catastrophes. La détérioration de l'état mental de Lisa et l'escalade de l'obsession représentaient une menace pour la sécurité et l'avenir de Tyler qui ne pourrait pas être géré par des moyens légaux seuls. La solution, en ce qui concerne lui, était élégante dans sa simplicité et dévastatrice dans ses implications. L'obsession de Lisa pour Tyler a été la dernière fondation en tenant sa psyché en ruine. Retirer cette fondation et toute la structure s'effondrerait complètement, de façon permanente et irréversible. Le plan de Ryan a commencé par une révélation soigneusement orchestrée conçue pour briser l'emprise restante de Lisa sur la réalité. Il a découvert que Lisa avait dit à tout le monde, des travailleurs sociaux, des employeurs, des voisins, que Tyler était lavé par le cerveau contre elle, que son fils l'aimait toujours mais qu'il avait trop peur de l'influence de Ryan pour l'exprimer. Derrick s'est arrangé pour que Lisa reçoive un package contenant le journal privé de Tyler. Une revue Ryan avait encouragé son fils à rester dans le cadre de son processus de thérapie. Les entrées s'étendant sur plusieurs mois ont documenté les véritables sentiments de Tyler à propos de sa mère dans sa propre écriture, selon ses propres mots, sans aucune possibilité d'influence extérieure. Le journal a révélé un jeune homme qui n'a pas manqué sa mère, qui ressentait un soulagement de son absence, qui craignait que ses tentatives de contacter soient des preuves d'une instabilité mentale qui pourrait menacer sa sécurité. Tyler a écrit sur ses plans pour l'université comme une évasion de sa surveillance, sur sa décision de changer son nom légalement quand il a eu 18 ans, sur son espoir qu'elle trouverait un moyen de passer à autre chose qui ne m'implique pas. Plus dévastateur, Tyler avait écrit sur la différence entre aimer quelqu'un et être obligé envers quelqu'un. Je suis désolé pour elle. Une entrée disait, la façon dont je me sentirais désolé pour tout étranger qui avait tout perdu à travers ses propres mauvais choix. Mais je ne l'aime plus. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous fait du mal et vous blâme pour avoir été blessé. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, mais je pense qu'elle est malade. Et je ne peux pas la réparer en faisant semblant de ne pas avoir cassé notre famille. La dernière entrée du journal, écrite quelques jours avant que Lisa ne le reçoive, a été une méditation sur le pardon et à l'avenir. Papa dit, le pardon ne signifie pas que les gens vous blessent à nouveau. Je pardonne à maman d'être faible et de faire des choix terribles, mais cela ne signifie pas que je le veux dans ma vie. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, et certaines relations ne peuvent pas être reconstruites. Je suis d'accord avec ça. Je suis heureux sans elle.
Ryan a fait livrer le journal avec une note expliquant que Tyler avait demandé à Derek de partager ses pensées privées afin que Lisa puisse comprendre que le rejet de son fils n'était pas une colère temporaire ou une manipulation extérieure. C'était une décision mature basée sur un examen attentif de leur histoire ensemble. L'impact psychologique a été immédiat et catastrophique. Lisa est un fantasme soigneusement construit que Tyler voulait secrètement que son dos s'effondre face à ses sentiments authentiques et non manipulés. La prise de conscience que son fils ne l'a pas manqué, ne l'aimait pas et ne voulait pas qu'elle dans sa vie l'ait envoyé dans une dépression psychologique complète. Elle a été retrouvée 3 jours plus tard par son propriétaire, assise dans son appartement entourée de photographies déchirées et de lettres brûlées, complètement catatonienne. Lorsque les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, elle s'attaquait au journal de Tyler et marmonnait de façon incohérente à propos de tout perdre et de ne plus rien avoir. La prise psychiatrique qui a suivi a duré 30 jours. Lorsque Lisa a finalement été libérée, elle était une coquille brisée de son ancien moi, médicamentée, conforme et totalement vaincue. Le feu qui avait entraîné son obsession pour Tyler avait été éteint, remplacé par une acceptation creuse de sa situation. Elle a déménagé tranquillement dans un état différent, prenant un emploi dans une usine où personne ne connaissait son histoire. Elle n'a plus jamais tenté de contacter Tyler, n'a plus jamais violé l'ordonnance d'interdiction, n'est jamais apparue à ces événements. Elle avait finalement accepté ce que Ryan essayait de lui enseigner depuis des mois. Certaines conséquences sont permanentes et certains choix ne peuvent jamais être annulés. Tyler, quant à lui, a prospéré d'une manière qui dépassait même les espoirs de Ryan. Sans l'anxiété du harcèlement de sa mère, il s'est lancé dans sa dernière année avec enthousiasme et confiance. Ses candidatures collégiales étaient stellaires, sa bourse offre de nombreux, son avenir brillant avec possibilités. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau, a déclaré Tyler à son père alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de construction pendant les vacances de printemps. Pour la première fois depuis que tout a commencé, je ne regarde pas par-dessus mon épaule, attendant qu'elle apparaisse. Ryan a regardé son fils, confiant, capable, à bout par la toxicité qui avait autrefois menacé de définir sa vie, et a ressenti la profonde satisfaction qui venait d'un emploi accompli à la perfection. Il s'était mis à protéger Tyler et à détruire les gens qui avaient menacé leur famille. Les 2 objectifs avaient été atteints avec une efficacité impitoyable. Lisa a été neutralisée, son obsession a guéri par l'amputation de l'espoir. Brad avait entièrement disparu, sa vie privilégiée réduite à la survie qu'il pouvait gérer dans n'importe quelle ville lointaine avait accepté son exil. Tyler était en sécurité, en plein essor et libre de construire tout l'avenir qu'il a choisi sans l'ombre de la trahison de sa mère qui pesait sur ses réalisations. La fondation que Ryan avait construite, à la fois littérale et métaphorique, s'était avérée suffisamment forte pour résister à tout assaut. Sa famille de 2 était plus solide que sa famille de 3 personnes ne l'avait jamais été, forgée dans l'adversité et renforcée par l'élimination de ses éléments les plus faibles et les plus corrompus. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Ryan s'est rendu compte que sa vengeance avait atteint quelque chose au-delà de la simple destruction de ses ennemis. Il avait créé un espace pour quelque chose de mieux à grandir, quelque chose de pur et de fort qui ne pourrait jamais être compromis par la trahison ou affaibli par la déloyauté. Il a construit la vie parfaite des cendres de l'effondrement de son mariage, et rien ne le menacerait à nouveau. Chapitre 8. Le prix de la victoire. 2 ans plus tard, Tyler a obtenu son diplôme de valedictorien de sa classe de lycée, acceptant une bourse complète au MIT qui le préparait pour une carrière en ingénierie. La cérémonie de remise des diplômes a été un triomphe que Ryan a savouré non seulement en tant que père fier, mais en tant qu'architecte d'une victoire qui avait nécessité un sacrifice, une précision et un engagement sans compromis envers la justice. Derek Torres, qui serait devenu plus ami que d'employé au cours des années de leur collaboration, s'est assis avec Ryan dans l'auditorium alors que Tyler prononçait son discours valedictorien. Le jeune homme a parlé de surmonter l'adversité, de l'importance de la loyauté et du caractère, de la construction de fondations suffisamment fortes pour soutenir tout rêve. Il n'a jamais mentionné sa mère par son nom, mais tous ceux qui connaissaient leur histoire comprenaient le sous-texte de ses paroles. « Vous l'avez fait » murmura Derek alors que Tyler a reçu son diplôme en applaudissements tonitruants. « Ce gamin va conquérir le monde. » Ryan hocha la tête, sentant la profonde satisfaction qui venait de voir un plan exécuté à la perfection. Tyler était en sécurité, réussi et libre de la toxicité qui avait autrefois menacé de définir sa vie. Le garçon avait été transformé de la victime à Victor, et cette transformation était permanente. Mais la victoire, avait appris Ryan, était venue avec ses propres complexités. Dans les semaines qui ont suivi l'obtention du diplôme, alors que Tyler se préparait pour l'université,
Ryan s'est retrouvé confronté à la réalité de son succès. Il avait réalisé tout ce qu'il avait entrepris d'accomplir. Tyler était en plein essor. Ses ennemis ont été détruits. Sa famille était en sécurité. Pourtant, quelque chose était incomplet, comme si la totalité même de sa victoire avait laissé un vide où la mission avait autrefois fourni un but. Caroline Fizet, l'avocat qui avait aidé à orchestrer la destruction juridique de Lisa, a visité le bureau de Ryan pour ce qu'elle a appelé une revue post-mortem de leur campagne. Au cours du café et des mémoires, elle a résumé le statut final de toutes les personnes impliquées dans le traumatisme de Tyler. Lisa est complètement hors du tableau, a rapporté Caroline avec une satisfaction professionnelle. Vivant toujours dans l'Ohio, travaillant dans une usine, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de tentative de contact. À toute fin pratique, elle a cessé d'exister en ce qui concerne Tyler, et Brad a disparu. Les contacts de Derek suggèrent qu'il est quelque part dans le Pacifique Nord-Ouest, travaillant peut-être sous un nom supposé. Sa famille le renia complètement. Le licenciement du fonds en fiducie était permanent et ils ont clairement indiqué qu'il était personnalisé non grata à tous les événements familiaux. Il a effectivement été effacé de sa propre vie. Ryan a écouté ce résumé de la victoire totale avec le genre d'attention méthodique qu'il a apporté au rapport de construction. Chaque objectif avait été atteint. Chaque ennemi avait été neutralisé. Chaque menace pour l'avenir de Tyler avait été éliminée en permanence. Vous savez, a déclaré Caroline, en étudiant l'expression de Ryan, la plupart des gens dans votre situation célébreraient. Vous avez gagné complètement. Pas seulement la garde légale, mais la victoire totale sur tous ceux qui ont fait du tort à votre famille. Pourquoi vous semblez-vous assister à des funérailles? La question a hanté Ryan pendant l'été alors que Tyler se préparait pour l'université. Il avait construit sa vengeance avec la même planification méticuleuse qu'il a apportée à ses projets de construction. Et comme ces projets, il avait été achevé exactement comme conçu. Mais les projets de construction, une fois terminés, ont servi à un objectif au-delà de leur bâtiment. Ils sont devenus des maisons où les familles se sont développées, les entreprises où les communautés ont prospéré, les structures qui soutiennent la vie et la croissance depuis des générations. Sa vengeance, parfaitement exécutée, si elle était, n'a servi que la destruction. Il avait éliminé les menaces et puni la trahison. Mais qu'a-t-il construit en retour? Tyler, sentant peut-être l'introspection de son père, a abordé le sujet lors d'une de leurs promenades en soirée dans la propriété que Ryan avait conçue comme leur héritage familial. « Papa, tu sais que je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour me protéger, non ?» S'éloignant de maman et de Brad, en m'assurant qu'ils ne pouvaient plus me blesser. « Je comprends pourquoi tu devais faire tout ça. » Mais Ryan a senti la qualification à venir, mais parfois je me demande si vous êtes allé plus loin que vous ne l'avez dû. Je veux dire, maman avait besoin de perdre la garde, devait faire face à des conséquences sur ce qu'elle a fait, mais la détruire complètement, en s'assurant qu'elle s'est retrouvée brisée et médicamentée et seule, qui ressemble plus à la justice. Ryan considérait attentivement les paroles de son fils. Tyler avait hérité de son esprit analytique avec son centre moral, et sa question méritait une considération honnête plutôt qu'une justification défensive. Tu penses que je suis allé trop loin? Je pense que vous avez gagné si complètement qu'il ne restait rien d'elle pour reconstruire. Et peut-être que c'était nécessaire. Peut-être qu'elle aurait continué à être dangereuse si vous l'aviez laissé de l'espoir, de la dignité ou des ressources. Mais cela signifie également que je dois vivre en sachant que mon père est capable de détruire les gens si complètement qu'ils cessent d'exister en tant qu'être humain fonctionnel. L'observation a frappé Ryan plus fort que toute critique ou condamnation aurait pu. Tyler ne condamnait pas ses méthodes. Il était aux prises avec la réalité de ce que ces méthodes ont révélé sur le caractère de Ryan et ce que cela signifiait pour leur relation à l'avenir. « Avez-vous peur de moi ?» demanda tranquillement Ryan. Tyler était silencieux pendant un long moment. Son expression réfléchit plutôt que peur. « Non, je n'ai pas peur de toi. Mais je te comprends mieux maintenant. Je comprends que tu es quelqu'un qui ne croit pas à des mesures de moitié ou à une deuxième chance en ce qui concerne la trahison. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Il n'y a pas de sécurité et cela ne vous a probablement pas servi bien dans les affaires, mais c'est aussi final. La cérémonie de graduation. Reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, mais je comprends aussi que votre amour s'accompagne de conditions et que ces conditions sont non négociables. Je pense que cela a probablement fait de moi une meilleure personne, sachant que la loyauté et le caractère vous importent tellement que vous sacrifieriez quoi que ce soit pour les protéger. Cette nuit-là,
Ryan s'est assis seul dans son étude, contemplant le coup final de sa victoire. Il avait protégé Tyler et éliminé toutes les menaces à leur famille. Mais il avait également révélé les profondeurs de sa propre capacité de vengeance. Tyler porterait ses connaissances avec lui à l'université, dans sa carrière, dans ses propres relations. Il comprendrait toujours que l'amour de son père, bien qu'absolu, était également conditionnel à la loyauté et au caractère continu. C'était peut-être approprié. Peut-être que Tyler ferait mieux de comprendre que l'amour sans frontières était vulnérable à l'exploitation, que le pardon inconditionnel a invité la trahison répétée, que la miséricorde pourrait être une faiblesse qui mettait en danger les innocents. Ryan avait construit sa vie et sa famille sur le principe que la loyauté a gagné la loyauté et la trahison a gagné la destruction. Il avait appliqué ce principe avec une précision scientifique pour éliminer Lisa et Brad. Et les résultats ont parlé pour eux-mêmes. Tyler était en sécurité, réussi et libre de construire tout l'avenir qu'il a choisi. Mais Tyler a également été façonné en témoigne de ce principe. Torres, désormais officiellement à la retraite, mais toujours le meilleur ami de Ryan, il était assis à ses côtés tandis qu'il regardait Tyler traverser la scène. Ce gamin va construire des structures qui résisteront pendant des siècles, observa Derrick avec fierté, tout comme son père. Ryan hocha la tête, ressentant la profonde satisfaction de voir un projet achevé exactement comme prévu. Mais ce projet, la transformation de Tyler de victime en vainqueur, était plus qu'une simple réussite personnelle. C'était un héritage qui se transmettrait de génération en génération. Une fondation si solide qu'elle pourrait soutenir non seulement l'avenir de Tyler, mais aussi celui de ses enfants et petits-enfants. Après la cérémonie, Tyler présenta Ryan à sa petite amie, Sarah Chin, une brillante étudiante en architecture qu'il fréquentait depuis 2 ans. Ryan l'avait déjà rencontrée, mais en les voyant ensemble lors de la remise des diplômes, il vit quelque chose qui le remplit à la fois de fierté et de soulagement. Tyler avait choisi une partenaire qui partageait ses valeurs de loyauté, d'intégrité et de respect mutuel. Monsieur Mitchell, dit Sarah pendant qu'ils discutaient au dîner. Tyler m'a raconté ce qui s'est passé avec sa mère. Je veux juste que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu devais faire pour protéger. Je comprends que la réputation est primordiale, car je te vois bâtir la tienne. Et je comprends que la loyauté et le caractère comptent plus que les marges bénéficiaires, car tu m'as montré ce qui arrive quand on choisit différemment. Tyler marqua une pause, son expression devenant sérieuse. Je comprends aussi que le succès, c'est savoir protéger les gens qu'on aime. Cette leçon a coûté cher à notre famille, mais elle valait la peine d'être apprise. Ryan réalisa que Tyler avait assimilé non seulement les compétences et les connaissances qu'il essayait de transmettre, mais aussi les principes profonds qui avaient guidé toute son approche de la vie et des affaires. Le garçon avait appris que la force venait de la préparation, que la sécurité venait de la compétence, et que la capacité à protéger la famille était la plus grande réussite. Il y a autre chose, continua Tyler. Sarah et moi sommes fiancés. Nous prévoyons un petit mariage au printemps prochain, juste en famille et avec des amis proches. Je voulais te demander d'être mon témoin. Cette demande frappa Ryan avec une émotion inattendue. Tyler ne lui demandait pas seulement de se lever à son mariage. Il affirmait que leur relation avait survécu au creuset de la vengeance et en était ressortie plus forte. Malgré la capacité de destruction impitoyable de Ryan, Tyler lui faisait toujours confiance, l'aimait toujours, le voulait toujours comme figure centrale des moments les plus importants de sa vie. Je serai honoré, réussit à dire Ryan. Sa voix était chargée d'une émotion qu'il s'autorisait rarement à exprimer. Au cours des mois suivants, tandis que les préparatifs du mariage se développaient et que Tyler entamait sa carrière dans un prestigieux cabinet de Boston, Ryan se surprit à réfléchir à l'ampleur de ce qu'il avait accompli. La destruction de Lisa et Brad avait été totale et permanente. Ils avaient cessé d'être une menace, ni même une présence significative dans la vie de Tyler. Mais la construction positive qui avait émergé de leur élimination était encore plus impressionnante. Tyler était devenu exactement le genre d'homme que Ryan avait espéré élever. Compétent, intègre, accompli et suffisamment fort pour protéger sa propre famille le moment venu. Sarah était clairement une partenaire à la hauteur de la personnalité de Tyler. Quelqu'un qui comprenait à la fois ses forces et les expériences qui les avaient façonnées. Le cabinet d'ingénierie pour lequel travaillait Tyler l'avait déjà promu à 2 reprises, reconnaissant non seulement ses compétences techniques, mais aussi son potentiel de leadership et sa fiabilité absolue. Ses collègues parlaient de lui comme d'une personne en qui il pouvait avoir une confiance absolue, quelqu'un dont la parole était un engagement, quelqu'un qui ne sacrifierait jamais son intégrité pour des raisons de commodité.
Caroline Fizet se rendit au bureau de Ryan cet hiver-là pour discuter de la dissolution définitive du fonds fiduciaire constitué lors de la bataille pour la garde des enfants. Toutes les questions juridiques liées à la relation de Lisa et Tyler étaient définitivement réglées, sans possibilité de complications futures. Vous savez, dit Caroline alors qu'il terminait les formalités administratives, j'ai traité de nombreux dossiers de garde au fil des ans, mais je n'en ai jamais vu un avec une résolution aussi complète. La plupart des familles divorcées passent des décennies à gérer des conflits, des appels et des violations incessants. Votre situation a été résolue si complètement que c'est comme si Lisa n'avait jamais existé aux yeux du système judiciaire. Ryan réfléchit à cette affirmation. Parfois, les solutions complètes sont les seules solutions durables. Certes, mais elles sont aussi rares. La plupart des gens n'ont pas la combinaison de ressources, de patience et de cruauté nécessaires pour obtenir ce que vous avez obtenu. Tyler a eu de la chance que son père ait été prêt à tout pour le protéger. Alors que l'hiver laissait place au printemps et que le mariage de Tyler approchait, Ryan réalisa que son héritage était assuré d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait entrepris de protéger son fils et d'anéantir ses ennemis. Mais il avait finalement créé quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle génération qui comprenait les principes nécessaires à un succès et une sécurité durable. Le mariage de Tyler eut lieu dans la maison familiale que Ryan avait conçue et construite, celle-là même qui avait été violée par la liaison de Lisa et reconquise par sa vengeance. En regardant Tyler et Sarah échanger leurs vœux dans le jardin où Tyler avait joué enfant, Ryan ressentit la profonde satisfaction de voir une structure utilisée à sa juste valeur. Lors de son discours de témoin, Tyler évoqua les leçons qu'il avait apprises de son père, la loyauté, l'intégrité, l'importance de construire des fondations solides et la nécessité de protéger ses proches de ceux qui voudraient leur faire du mal. Mon père m'a appris que certaines choses valent la peine de se battre, dit Tyler, sa voix portant à travers l'assemblée, et que lorsqu'on se bat pour ces choses, on se bat pour une victoire totale. Il m'a aussi appris que la plus belle victoire ne se résume pas à vaincre ses ennemis. C'est construire quelque chose de si fort que les ennemis ne pourront plus jamais le menacer. Plus tard dans la soirée, tandis que la fête se poursuivait autour d'eux, Tyler prit Ryan à part pour une conversation privée. « Papa, je veux que tu saches que je comprends ce que tu as fait pour moi. Tout. L'enquête, la stratégie juridique, la destruction systématique de maman et Brad. Je comprends que tu sois allé jusque-là parce que tu m'aimes et parce que tu comprenais qu'autrement, il ne cesserait jamais d'être une menace. » Ryan attendit, sentant que Tyler avait davantage voix au chapitre. « Je veux aussi que tu saches que j'espère ne jamais avoir à faire ce que tu as fait. Non pas parce que c'était mal. Ce n'était pas dû aux circonstances, mais parce que cela t'a obligé à devenir quelqu'un de plus dur et de plus impitoyable que tu ne l'aurais été autrement. C'est le prix que tu as payé pour me protéger, et je n'oublierai jamais ce sacrifice. » Tyler marqua une pause, l'air pensif. « Mais si jamais quelqu'un menace Sarah ou nos enfants quand nous les aurons, j'espère avoir la force d'être aussi impitoyable que toi. Car je comprends maintenant que la pitié envers ceux qui blessent sa famille n'est pas une vertu. C'est la faiblesse qui engendre plus de mal. » Ryan ressentit un profond sentiment d'accomplissement en entendant ces mots. Tyler avait appris la leçon la plus importante de toutes. Protéger sa famille exigeait non seulement de l'amour, mais aussi la volonté de faire tout ce qui était nécessaire pour assurer une protection absolue et permanente. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les jeunes mariés s'apprêtaient à partir en lune de miel, Ryan se tenait seul dans son bureau, contemplant la propriété qu'il avait bâtie comme un héritage familial. Les fondations qu'il avait posées, au sens propre comme au sens figuré, s'étaient révélées suffisamment solides pour soutenir la transformation de Tyler, de victime à vainqueur, d'enfant traumatisé à homme confiant, prêt à fonder sa propre famille. Lisa et Brad n'étaient plus que des fantômes, leur destruction étant si totale qu'ils n'existaient plus que comme des récits édifiants dans la mémoire de Tyler. Ils apprirent trop tard que Ryan Mitchell ne croyait ni aux demi-mesures ni aux secondes chances face aux menaces contre sa famille. Ils découvrirent que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait se permettre lorsque la sécurité de son fils était en jeu. Mais leur destruction avait ouvert la voie à quelque chose de beau, le mariage de Tyler avec Sarah, sa carrière florissante, son projet d'enfant qui transmettrait les principes de Ryan à la génération suivante. La victoire était totale, non seulement parce que ses ennemis avaient été anéantis, mais aussi parce que leur élimination avait permis à la bonté de s'épanouir sans la menace constante de la corruption. Alors que Ryan éteignait les lumières de son bureau et montait se coucher, il ressentit la paix profonde que procurait l'œuvre d'une vie accomplie à la perfection. Il avait bâti des structures qui résisteraient à des générations, élevé un fils qui comprenait le véritable sens de la force et de la loyauté,
et créer un héritage qui protégerait sa famille longtemps après sa disparition. Les fondations étaient solides, la construction achevée et l'avenir assuré. Tyler perpétuerait les leçons apprises, bâtissant son propre empire sur des principes intransigeants et incorruptibles. Et si jamais quelqu'un menaçait la famille de Tyler, il découvrirait que la capacité de protection absolue et impitoyable s'était transmise de père en fils. Un héritage de force qui perdurerait pour les générations à venir. L'histoire était terminée. La victoire était éternelle et justice avait été rendue. C'en était assez. C'était tout. Et voilà. Une autre histoire se termine.